certains journaux parlent d'une chute du pouvoir d'achat qui avoisine les 50%. Ça veut dire que le pouvoir d'achat a perdu la moitié de sa valeur. Vous savez, dans un État normal, déjà, s'il y a un taux de 2% de baisse de pouvoir d'achat, un gouvernement peut partir. Donc ça conduit la chute d'un gouvernement. Or, en Algérie, puisque ce n'est pas très politique et que c'est principalement militaire, ils font passer les choses avec l'expression « khalihom dorki walfou ». C'est comme ça la culture de l'autoritarisme algérien. Mais toutes ces données, que ce soit dans les journaux, que ce soit le témoignage de madame, que ce soit l'infographie que vous avez fait passer, la question qui est posée principalement, c'est la baisse du niveau de vie de l'Algérien. La baisse du niveau de vie, déjà, on sait que la classe au-dessous du seuil de pauvreté, qui n'est même pas pauvre, au-dessous de la pauvreté, selon les calculs de la Banque mondiale, c'est 10 millions d'Algériens, sous le seuil de la pauvreté. On n'est pas encore dans la pauvreté. Donc cela va s'accélérer encore plus. Pourquoi? Parce que, avec cela, toutes ces données vont faire précipiter, vont accélérer encore le déclassement de certaines classes. Par exemple, alors 10 millions, ça représente quasiment le 25% de la population, à peu près. Oui, absolument. C'est le quart de la population. Le quart de la population. Qui se trouve en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire ceux qui ont l'expression qui ne traitent de tâchage. Donc, qui ne peut pas acheter les fournitures scolaires à ses enfants. Qui va être là, ça dépend. Hein. Eh oui, c'est certainement pas du beefsteak et des... Ah non, là, ces produits de qualité, ils sont rayés de leur lexique. En tout cas, ça entraîne quoi? Encore plus. Parce que ceux-là, ils sont impactés, c'est les pauvres. C'est les au-dessous de la pauvreté. Mais pour les autres, c'est le déclassement de la classe moyenne, les enseignants principalement, les postiers, tout ça, et avec eux, la classe qui est censée être aisée, c'est-à-dire les médecins. Donc, la classe moyenne supérieure. Voilà. Donc, ceux-là, il faut voir d'ailleurs leur comportement. Quand on prend maintenant un enseignant, un instituteur algérien, il n'arrondit pas son mois. Il est obligé de faire recours à d'autres cumuls. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de manière informelle des cours de soutien scolaire. Il va faire de manière informelle ce qu'on appelle le taxi fraude. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à compléter son mois, alors même qu'il est censé être de la classe moyenne, qui n'a pas de mal à terminer son mois. Le médecin, qui est censé être vraiment aisé. L'avocat, le professeur. L'échantillon le plus représentatif. L'universitaire. Exactement. Ouais. C'est vraiment... les classes moyennes supérieures. Ceux-là, par exemple, si on prend l'échantillon des médecins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de cumuler des heures de garde pour avoir plus d'heures de travail. Ils vont essayer d'alterner le public et le privé. Et tout ça, c'est pour avoir un volume plus conséquent d'heures de travail qui peuvent le rentabiliser. Alors ici, on voit que ces stratégies de cumul montrent que le pouvoir d'achat, mais le niveau de vie va chuter. Est-ce que cela a d'autres conséquences au-delà de cela? Mais bien sûr, parce que cela va aussi impacter l'alimentation de l'individu algérien, ça va impacter aussi son anatomie et ses substances de reproduction, et ça va impacter les générations à venir, parce qu'il y a aussi dans les statistiques ce domaine qui est étudié à partir du niveau de vie. Donc ici, on a aussi vu, ça c'est des classes aisées, moyennes, déclassées. Il y a les classes pauvres. On sait que depuis quelques temps... Sans être au-dessous du seuil de pauvreté. Oui. Maintenant, ceux qui sont ou pauvres ou au-dessous du seuil de pauvreté, on a vu par exemple la décision de supprimer le carburant avec plomb. Donc cela, c'est eux qui sont impactés parce que c'est eux qui vont acheter une voiture low cost pour essayer de la rentabiliser en fraudant, le taxi fraude. Donc si tu supprimes ce carburant, ils peuvent pas, même leur marge de bénéfice va être réduite et ils ne pourront même pas rembourser leur voiture venue d'Inde ou de Chine low cost. Et donc, c'est son niveau de vie aussi qui sera impacté et il peut se trouver dans une formule où je mange un jour sur deux. Donc les conséquences, elles sont vraiment catastrophiques. C'est l'ensemble de l'économie du pays qui est impacté, mais c'est aussi le citoyen. Le médecin, même dans ses pratiques langagières, il a changé de langage. Ce n'est plus l'aisé qui peut se permettre des choses extra, les loisirs, les vacances et tout ça. Maintenant, on a par exemple, quand on parle à des médecins, on a des médecins plaintifs qui se plaignent. Oui, c'est cher. Oui, je ne peux pas terminer le mois. Ah oui, l'école me coûte cher. Et ça n'existe pas dans la configuration. Qui râle, comme on dit.
Ça, c'est un peu populaire, mais j'aimerais prendre les choses de façon économique. Oui. Et tout ça aussi, il faut s'accompagner d'un autre phénomène qui est l'absence de production locale. Parce que cela va nous conduire à quoi? À continuer l'exportation, qui vont conduire à la récession, qui vont conduire aussi à l'effondrement de la monnaie en parallèle. Donc, il n'y a pas d'embauche. Et puis, quand il n'y a pas de consommation, ça impacte directement la production, ça impacte beaucoup de services, tous les services. On ne produit rien. Oui. Et avec ça, c'est ce qui conduit justement à la récession, j'y reviendrai. Mais ici, justement, tout ça, c'est ce qui tue l'économie de l'intérieur. Parce que le fondement de l'économie, au-delà des équations et de tout ça, c'est l'individu. Une économie est basée sur un individu, sur le citoyen. Sur le travail et la consommation. Et sa valeur, bien sûr. Et donc, quand celui-là même est touché, est impacté de cette façon-là, qui est très violente, on ne mesure pas. Parce que bon, il y a le travail de la police politique qui a fait passer un mot que je déteste personnellement, qui est normal. Tout est normal. On a passé tout à la normalité, alors que ce sont des choses d'une extrême violence sur le plan économique et politique. Et donc voilà, ici, c'est un effondrement prononcé, parce que la déclassification, le déclassement des catégories sociales, ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça, et c'est la monnaie qui sera impactée. Quand on parle de misère et de précarité, c'est qu'elle est appliquée sur des gens. Ce n'est pas quelque chose, des concepts abstraits. Absolument. Donc ceux-là, ils vont être encore emmenés à des seuils inimaginables de précarité. Donc ça, déjà, au niveau des individus, au niveau des foyers, et avec la répercussion sur les citoyens qui sont actuellement, qui vont naître ou qui vont devenir adolescents après. Parce que, comme j'ai expliqué, ça a des répercussions sur des générations. Donc ça, c'est un fait, l'Algérien n'est pas quelqu'un de riche. On le dit très bien, un sol riche, un citoyen pauvre. Oui. Donc il va s'appauvrir encore plus, finalement, comme disent les généraux, Iwelf. Sauf que cela, c'est pas qu'ils s'appauvrissent, ils s'enfoncent encore plus. Et là, on aura une potentielle configuration de révolution traditionnelle, comme la Révolution française, comme la Révolution russe. Parce qu'on peut arrêter quelqu'un parce que la démocratie ne le chante pas trop, mais quelqu'un qui a faim, on ne peut pas l'arrêter. Parce que ce ne sera plus le Hirak pacifique avec des chants de la gentillesse. Ce serait une révolution violente? À ceci près qu'il y a une différence de taille, c'est que le politique a précédé avec le Hirak. Dans la Révolution française ou russe, c'était le social qui a précédé le politique. Ici, on a ce socle sur lequel on peut bâtir, qui est le politique et les revendications proprement politiques, peu importe la manière d'expression, les chants et tout ça, qui a précédé le social. Donc là, c'est un bon frein, c'est un bon élément qui rassure. Ça pourra atténuer la façon dont la révolution se fera. Potentiellement, ça peut ou ça ne peut pas. D'accord. Donc c'est un défi, c'est pas acquis. D'accord. Maintenant, ça, c'est au niveau des individus et des idéaux. Il y a aussi toujours cette donnée qui est la monnaie, qui est l'économie algérienne. Parce que là, tout ça aussi relève le problème de l'effondrement de la monnaie. On a parlé de la planche à billets. La planche à billets, on sait que c'était quelque chose de catastrophique, même si elle était banalisée, qui a conduit à l'inflation, qui a conduit à la chute et à la baisse du pouvoir d'achat. Mais il y a aussi autre chose. Il y a la réserve de change. La réserve de change, qui a fondu. Mais bien sûr. D'après le régime, elle ne serait plus que de 40 milliards. Ah, faut détailler un peu tout ça, parce que le problème avec le régime, c'est qu'il brandit ça comme un élément de sécurité. De stabilité. Et de stabilité. Or, quand on voit la réserve de change à proprement parler, elle n'arrange pas les dégâts, parce que quand on voit les chiffres de la Fed, de la Banque centrale américaine, c'est pas si clair que ça. Il y a les 40 milliards, mais il faudrait soustraire les fameux environ 20 milliards de dollars qui sont des dépôts, des consignations, des fonds de garantie pour pouvoir exercer et être présent. Et de l'autre côté, il y a un problème dans ce dossier qui est l'achat d'armement et qui est produit par la fameuse junte militaire. Quand on cherche les chiffres exacts, on ne trouve pas. Et ça nous pose un problème au niveau statistique, parce qu'on ne peut pas mettre un déflateur qui nous dit voilà le budget de l'armement de l'Algérie exactement. C'est-à-dire, il y a la version que donnent les militaires eux-mêmes, mais si on cherche ailleurs dans des institutions, l'OMC, la Banque mondiale, le FMI, on ne trouve pas quelque chose de près. Comment ils font? Justement, pourquoi il n'y a pas de données exactes? Parce qu'ils achètent énormément d'armement par arrangement.
ce sont comment on appelle ça, des dettes long-termistes. Donc on ne sait pas, ça s'étend sur 20 ans et tout ça. Or, mais c'est surtout pour des commissions. Aussi, mais les commissions, ce n'est pas pour financer l'économie, c'est pour financer des individus et de la junte. Bien sûr, évidemment, voilà. Évidemment. Mais le problème, c'est qu'après, pour rester dans cette donnée de la réserve de change, cette monnaie qu'on n'est pas, parce que l'armement, c'est monétarisé, donc quand on ne sait pas, ça ne va pas partir en l'air, ça va se soustraire de l'économie elle-même. Et donc on va l'enlever d'où? Des 20 milliards de réserves de change. C'est-à-dire si sur 20 ans on a 50 milliards de dollars d'armement, qu'on va soustraire des 20 milliards de dollars de réserves de change, c'est un boom. Donc voilà les pratiques de la junte militaire et de la police politique qui ne s'occupent pas de faire du benchmarking pour pouvoir... Quand les réserves seront épuisées, ils prennent des réserves de change pour compenser ces seuils incompressibles, mais quand ils n'en auront plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils disent on a les bons de trésor. Sauf que les bons de trésor dans la Fed, dans le central américain, quand on va aux chiffres officiels de la Fed, ils sont à 100 millions de dollars. C'est-à-dire l'Algérie n'a même pas 1 milliard de dollars dans et alors comment ils vont faire? Ils disent, encore une fois, on a l'or. Il y a l'or. Bon. Sauf que l'or, il est soumis au taux et qu'il faut une gouvernance pour le gérer que l'Algérie n'a pas. Et n'a même pas de benchmarking pour comparer, pour essayer d'imiter un modèle. Donc ça sera l'effondrement, et cela nous conduit à des situations comme on voit actuellement avec le Bolivar en Venezuela. Pendant la décennie Bouteflika, les années grasses, quand il y avait de l'argent à jeter à la poubelle, ils ont habitué la société algérienne à un niveau de consommation, donc ils ne vont pas pouvoir... C'est pas possible, bien sûr. Maintenant, c'est plus où il faut. Ah bon hein? Et oui, mais bien sûr, on voit déjà avec l'effondrement de la monnaie, y compris parmi les pays du Nord africain, y compris avec la Mauritanie. Donc, il faut le savoir, ça, il faut le mesurer. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Non, on continue et on fonce dans le mur. C'est-à-dire, quand on dit foncer dans le mur, là, c'est concret. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand on a, par exemple, la récession, parce que ça conduit à une récession, pourquoi? Parce qu'il y a les importations qui augmentent et l'exportation non pétrolière qui baisse. Oui. Donc, ici, ça conduit à plus de chômage, au licenciement, il n'y a pas de monnaie, et ça nous remet encore dans le modèle que j'ai cité, qui est l'effondrement de la monnaie, comme on a vu au Venezuela. Ça, ce n'est pas des choses comme ça, ce n'est pas les chats des youtubeurs ou comme ça. Ça, c'est des choses très concrètes et très sensibles. Les militaires, la junte militaire, ces généraux sécuritaires qui sont aux manettes, qui détruisent l'État, vont tout détruire. Et plus vite qu'on le pense. Parce que tout ça, c'est très concret. On le voit déjà, par exemple, ici, on aura la rentrée scolaire. On est en face à un public jeune, mondialisé, qui voit c'est quoi la vie sur YouTube, sur Internet, et qu'on leur offre des produits très chers, de qualité très médiocre, et donc finalement, qui ne pourront même pas apprécier ou être épanouis, parce qu'ils voient la différence. Ça conduit à quoi? À la réflexion de quitter le pays. Moi, je dois quitter le pays clandestinement parce que je veux vivre ça. Parce que cette jeunesse, il faut savoir aussi, c'est une génération nouvelle qui est mondialisée, qui voit les choses et qui ne veut pas vivre dans la misère. Or, on lui dit non, tu achètes cher, y compris pour les fils de médecins et tout ça, mais pour avoir une qualité très médiocre, pour être sous-alimenté. La sous-alimentation, c'est un autre volet. Il nous précipite plus rapidement, plus vite que possible vers un effondrement très brutal. Et cela, bien sûr, ça conduirait à d'autres schémas de comportement citoyen. Ça ne sera plus forcément les slogans et les chants. L'Algérien, en tant qu'individu et en tant que plusieurs communautés, plusieurs groupes, ils ont réalisé quelque chose, qu'il y a la notion de liberté. Ça, ils n'avaient pas pleinement acquis dans toute la totalité des citoyens algériens. Maintenant, ils l'ont réalisé collectivement. Celui qui a, entre guillemets, goûté à la liberté, il ne peut plus s'en passer. Les Algériens ont connu la liberté. Ils ont même fait chuter Bouteflika, ils ont même fait chuter Gaïd Salah. Ils ont fait rentrer des généraux en prison, deux premiers ministres, plusieurs ministres, voilà. Des walis. Donc ça agit sur quoi? Ce n'est pas sur la conscience individuelle. Non, c'est une mémoire, c'est une conscience collective. Et donc ici, justement, se pose la question de la désobéissance civile qui a tous les ingrédients de sa production.
Pas forcément d'une façon qui passe par les institutions, par les syndicats, j'y crois pas sincèrement, parce que tous les syndicats sont infiltrés, on n'est pas dans le cas soudanais ou autre, c'est pas ça. Mais la désobéissance civile ne se passe pas que par ce canal. Ça passe aussi par les manifestations massives, 7 jours sur 7, jour et nuit, devant des lieux ciblés, stratégiques, de façon très furtive, qui ne conduit à aucune violence. Et tout ça, on voit les jeunes, on voit leur colère dans les réseaux sociaux, on voit la colère dans leur expression. Et puis le comble de la colère, c'est quand ils prennent la barque et s'envolent, partent pour traverser la mer au compte de leur vie. Donc tout ça, ce sont des expressions qui ne sont pas prononcées, qui ne sont pas linguistiques. Mais ça montre qu'il y aura un moment que les choses ne peuvent pas rester comme ça, parce que le contexte ne le permet pas, que ça soit sur le plan social, que sur le plan économique principalement. Et puis, la solution qui est offerte en face, c'est le tout sécuritaire. On ne peut pas gérer ça de façon sécuritaire, c'est impossible. À un moment donné, il faut faire de la... Parce qu'il y aura trop de monde il faut faire de la politique. concerné. Ça, c'est de la politique. Tout le monde sera impliqué. Mais bien sûr, c'est-à-dire, même quand on voit avec la gestion, la gestion, c'est même pas une gestion, l'absence totale de la gestion de la Covid, il y a des gens qui sont morts et qui continuent. Par manque d'oxygène. Oui, c'est-à-dire celui qui a été par entêtement sympathisant de Tebboune, de Gaïd Saleh, de Chengreha, comme ça, et qui voit ses parents mourir parce qu'à l'hôpital, on ne leur a pas offert l'oxygène, qui a vu son enfant, qui a vu ses parents mourir, celui-là, il ne va pas rester dans cette même disposition. C'est la colère qui va le conduire. Maintenant, reste la question, c'est quelque chose, c'est un état qui nous conduit, qui sera très difficile à mener par nous. Donc, il faut mesurer les choses. Il faut savoir quelque chose, peut-être les Algériens réalisent peu ça, mais les Algériens sont les experts de la désobéissance civile. À chaque liste de logements sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent la route. Parce que oui, ça peut être... Et ça, c'est une expression. Oui, mais, c'est une expression. Oui, mais si nous coupons toutes les routes algériennes sans organisation, sans préparation, ça peut conduire à une anarchie indescriptible. Il faut savoir sur quel niveau. Par exemple, ces choses se pratiquent généralement sur un plan local. Oui, absolument. Quand c'est pratiqué au niveau des quartiers, au niveau des dachras, au niveau des villages, c'est une gestion locale. C'est une gestion de quartier. Moi, je crois qu'il ne peut pas y avoir de... Excusez-moi, je me trompe peut-être. Hein. Il ne peut pas y avoir désobéissance civile s'il n'y a pas une structure centrale, politique de l'opposition, de la révolution, du Hirak, qui puisse envoyer des consignes claires, une feuille de route avec un programme. Ça, c'est l'idéal. Hein. En fait, l'État, maintenant, il est dans un pari existentiel parce qu'il ne peut rien faire. Il est coincé de partout, politiquement par le Hirak, même par ses engagements qui ne tiennent pas, et par l'incapacité à financer l'économie, à financer l'État. Il ne peut pas. Même les subventions ciblées préconisées déjà depuis 2011 par le FMI, il n'y arrive pas parce qu'il doit, face à ça, quand même enlever le budget des militaires eux-mêmes. Et donc, et d'autres secteurs inutiles, les moudjahidines et tout ça. Donc, ici, il n'a aucune possibilité de se relever ou de redresser le pays. Avec ça, il ne peut pas enlever les subventions générales parce que cela conduit directement à une explosion sociale. Donc, face à ce dilemme, c'est pour ça que nous, ce n'est pas par un luxe qu'on préconise qu'il y ait une reprise et une continuité du Hirak finalement qui ne soit pas gêné d'utiliser la désobéissance civile et d'être dans le pacifisme mais aussi dans la radicalité parce que sans cela, le Hirak, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé le karama et la prospérité. Il ne va pas les avoir sans dégager le régime militaire des généraux et des sécuritaires.